Bonjour. Comment est-ce possible que des dizaines de personnes soient propriétaires d'un appartement dans un seul et même immeuble? C'est une bonne question. Eh bien aujourd'hui, on va décortiquer ensemble le cadre légal qui se cache derrière tout ça. Ce cadre, ce concept qui permet la vie en ville telle qu'on la connaît, c'est ce qu'on appelle la copropriété. Et on va voir comment ça fonctionne, c'est assez fascinant. Alors voilà le programme. On va suivre tout le parcours, de l'immeuble brut jusqu'à sa division légale, en 5 grandes étapes. Le fondement, les règles du jeu, les documents essentiels, la création des lots et enfin comment on peut les modifier. Commençons par la base. Pourquoi est-ce qu'on a besoin de toutes ces règles finalement? Pourquoi un cadre légal aussi précis dès qu'un bâtiment a plus d'un propriétaire? Au cœur de tout ça, il y a une notion clé, le lot de copropriété. Attention, ce n'est pas juste l'appartement. C'est bien plus que ça. C'est une partie privative, oui, mais c'est aussi une fraction, une part du gâteau des parties communes. Ce n'est pas une idée nouvelle, ça existe depuis un moment. Mais le vrai tournant, c'est 1965. Cette année-là, une loi a tout changé en rendant ce cadre obligatoire, impératif même. L'objectif était simple, mettre de l'ordre, éviter les conflits et s'assurer que tout soit géré de manière claire. Bon, maintenant qu'on a posé les bases, passons aux règles du jeu. Parce que oui, il y a des règles très strictes. Dans quel cas est-on obligé de passer par la copropriété et à l'inverse, quand est-ce que c'est tout simplement interdit? Et là-dessus, la loi est vraiment très claire. C'est simple. Dès que la propriété d'un immeuble est partagée, c'est obligatoire. Par contre, il y a des cas où c'est formellement interdit, notamment pour des raisons de sécurité ou de salubrité. Et voilà des exemples concrets. On ne peut pas diviser un immeuble jugé dangereux ou insalubre. Interdit aussi de créer des logements minuscules, sans accès à l'eau ou à l'électricité. On voit bien ici le rôle de protection de la loi, garantir des conditions de vie dignes. Ok, donc pour mettre en place une copropriété, il faut des plans. Et pas seulement des plans d'architecte. Il s'agit de 2 documents juridiques absolument fondamentaux, non négociables. Pour se faire une idée, on peut voir ces 2 documents comme un combo. D'un côté, on a le plan technique, la cartographie de l'immeuble, et de l'autre, on a le règlement intérieur, les règles du vivre ensemble. Le premier, c'est l'état descriptif de division, l'EDD. C'est le document technique. C'est lui qui, un peu comme un chirurgien, va découper l'immeuble en lots précis, avec un numéro pour chacun. C'est la carte d'identité de chaque lot. Le deuxième, c'est le règlement de copropriété, le RCP. Lui, c'est le contrat qui lie tous les copropriétaires. C'est le mode d'emploi de l'immeuble. Tout y est. Les droits, les devoirs, comment utiliser les parties communes, les règles sur le bruit, bref, tout ce qui permet de vivre ensemble. Et là, il n'y a pas de discussion possible. La loi est formelle. Pas de copropriété sans ces 2 documents, l'EDD et le RCP. C'est le duo inséparable, le socle de tout l'édifice juridique. D'accord, on a les documents. Mais concrètement, comment ça se passe? Comment on passe d'un bâtiment en briques et en béton à des lots bien définis sur le papier? Eh bien, c'est un processus très méthodique. Ça commence par une étude du bâtiment, bien sûr. Ensuite, un géomètre expert va créer les plans techniques. C'est sur cette base qu'on va identifier chaque lot. Et enfin, étape cruciale, on calcule la part des parties communes qui revient à chaque lot. Cette fameuse part, la quote-part, souvent exprimée en millièmes, ce n'est pas qu'un chiffre abstrait, c'est super important. C'est ce qui va déterminer le poids du vote de chaque propriétaire lors des assemblées généraux et aussi, bien sûr, le montant des charges à payer. Mais la vie d'un immeuble n'est pas figée, les choses évoluent. Alors comment est-ce que ce cadre si précis peut s'adapter? Prenons un exemple très courant, la division d'un lot existant. Voilà la question. Est-ce qu'un copropriétaire peut, par exemple, diviser son grand appartement pour en faire 2 plus petits? La réponse est oui, mais pas n'importe comment, il y a une procédure bien précise à suivre. Regardons cet exemple. Au départ, on a le lot numéro 4, un logement qui pèse 112 millièmes. Le propriétaire décide de le diviser. Ce qui se passe, c'est que le lot 4 est en quelque sorte annulé et on crée 2 nouveaux lots à la place, le 13 et le 14, avec de nouvelles quotes-parts. Mais le point crucial, le voilà. Si on additionne les quotes-parts des 2 nouveaux lots, 80 plus 32, eh bien on retombe exactement sur 112. C'est la règle d'or. La somme totale ne doit jamais changer. L'équilibre général de la copropriété est préservé. C'est ça qui est fondamental. Et bien sûr, ça ne se fait pas sur un coin de table. Toute modification de ce type doit faire l'objet d'un acte officiel qui met à jour l'état descriptif de division, la carte d'identité de l'immeuble. Ce qu'il faut retenir finalement, c'est que tout ce cadre légal est un savant mélange de stabilité et de flexibilité. Assez rigide pour protéger les intérêts de tout le monde, mais ça laisse quand même la possibilité de faire évoluer les choses individuellement. Bon, on a vu comment on divise l'immeuble sur le plan juridique. Mais ça amène une autre question, tout aussi importante. Une fois que c'est fait, qui prend les décisions au jour le jour? Qui gère les travaux, le budget?
Parce que cette division légale, en fait, ce n'est que le point de départ. Le vrai défi, c'est de faire en sorte que tous ces propriétaires arrivent à s'entendre et à gérer l'immeuble ensemble. Mais ça, c'est une toute autre histoire. Merci d'avoir été à l'écoute.